Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Time for, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs qui ont cassé les codes. Parce qu'il n'existe pas un seul chemin vers la réussite, parce que le talent est partout et c'est pour cela qu'existe Time for, nous sommes ravis d'accueillir François-Xavier Blanc et Maxime Poisson dans cet nouvel épisode. Salut. Salut Aurélie. Bonjour Aurélie. Voilà, je m'appelle Aurélie. Aujourd'hui, j'anime cet épisode avec Samir, qui est partenaire chez nous. Salut Samir. Hello Aurélie. François-Xavier et Max. FX et Max, on peut dire FX et Max du coup. On peut. Ça sera plus simple. Vous avez fondé Wish One, une marque de vélo all-road, c'est-à-dire à la fois route et gravel. Vous allez revenir dessus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et surtout vos retrouvailles. Parce qu'apparemment, vous étiez au lycée ensemble et c'est après, il y a quelques années, que vous êtes retrouvés au sein d'une compétition. C'est un peu la compétition qui vous a réunis et qui vous a fait après lancer l'aventure Wish One. Alors, c'était quand ? C'était où ce lycée ? Ah oui, c'était à Millau d'ailleurs. Est-ce que c'était pas du tout ? C'était à Rodez. Ah, c'était à Rodez. Pas du tout là où vous êtes aujourd'hui. Pas loin, disons. Pas loin, oui. Pas loin. Rodez, c'est le chef-lieu de l'Aveyron. Millau, c'est la sous-préfecture. Ah oui. Voilà. Et on était au lycée, effectivement, ensemble, au lycée Foch. Il y avait le stade de foot, juste en face. Et vous étiez potes ? On était potes, on était pas super proches. Maxime était footballeur. Moi, je n'étais pas du tout footballeur. Ensuite, il a enchaîné avec une carrière de footballeur professionnel. Et on s'est quittés. On était dans la même classe au lycée. En terminale, on était dans la même classe. Seconde, première, terminale. Seconde, première, terminale. Et après, nos chemins se sont séparés pendant plus de 20 ans. Bon, on ne s'est pas du tout revus pendant 20 ans. Alors, je ne sais pas qui... Je continue à expliquer où c'est qu'on... Alors, on s'est retrouvés complètement par hasard. Maxime, qui vivait à Dijon à la fin de sa carrière professionnelle, il s'est basé à Dijon, avait conservé un dentiste aveyronnais, donc il continue de se faire soigner à Rodez par un ami à moi qui est originaire de mon village. Et lors d'une discussion, il a expliqué qu'après le foot, et comme ses genoux étaient un peu endommagés, il s'était mis au vélo. Et donc, notre copain dentiste lui a dit « Tu devrais contacter François ». Moi, au lycée, je ne faisais pas du tout de vélo. Et c'est comme ça qu'on s'est reconnectés. Remis en contact. Voilà. Énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans ? Tu dis, toi, tu étais footballeur, donc au lycée, tu t'arrêtes l'école et tu te lances dans une carrière où tu fais sport. C'était quoi à l'époque ? Sport-études. Il y a toujours. Ouais, ça existe toujours. En fait, sport-études, c'était avant le lycée. Ah oui. Et maintenant, il y a même des sports-études au lycée. Mais à l'époque, moi, j'ai eu la chance de jouer mon premier match en pro à 17 ans. Et j'ai eu effectivement une carrière de footballeur. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans ? J'ai fait une carrière de footballeur, j'ai eu des enfants, j'ai pas mal voyagé. Et puis j'ai fini par me mettre au vélo. Donc quand tu as fait du sport toute ta vie, de 12 ans jusqu'à 32, 33 ans, où tu fais du sport tous les jours de ta vie, quand tu mets un terme à ta carrière de sportif, tu as quand même besoin de faire du sport. Surtout que c'est tôt, non, la fin de carrière d'un footballeur. Ça peut varier. Ah ouais ? Ça peut varier. À quel âge Moi, j'ai arrêté, j'allais avoir 33 ans. Ok. Voilà. Mais j'aurais pu continuer, il fallait un nouveau challenge, et le nouveau challenge, je l'ai eu à travers l'entrepreneuriat à l'époque. J'ai repris des études aussi, puisque effectivement, je n'avais pas fait spécialement d'études dans un cursus normal, entre guillemets. Et le fait de partir à 19 ans de chez moi, parce que j'ai fait mes premiers matchs pro à Rodez à 17 ans, et puis après je suis parti au Mans. J'ai pas mal bougé, j'ai joué en Chine, j'ai joué à Nîmes, au Racing à Paris, et j'ai fini à Dijon. Et à Dijon, le club m'a proposé une reconversion, et j'ai eu la possibilité de reprendre des études. Et mon passage à Paris aussi m'a fait rencontrer des gens. Le sport, c'est une histoire de rencontre aussi, un peu comme le business finalement. Et voilà, et donc j'ai eu envie de faire des études dans le marketing, la communication. Et voilà. Et donc après le foot, j'ai fait du vélo et j'ai organisé des courses de vélo aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est reconnecté avec François.
Exactement. Comment elle s'appelait cette course ? Le National Moutarde Crit. Exactement, c'est ça. Et c'est là que vous êtes revus, en fait, en plus de l'histoire du dentiste ou, Ouais. ou Bien, vraiment en fait, Max m'a recontacté suite au rendez-vous chez le dentiste. Donc, il avait quand même une idée en tête. C'était qu'il voulait me vendre du sponsoring pour le National Moutarde Crit. C'était quand même ça son intention. Et non, pas que, je pense pas quand même. Et puis, du coup, Mavic, la marque pour laquelle je travaillais à ce moment-là, est devenue sponsor de la course. Nous, on s'est revus pendant les vacances d'été dans l'Aveyron, là où on revenait l'été, dans nos familles respectives. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'étais un peu au bout de ma motivation en tant que salarié dans des entreprises dans le domaine du sport outdoor et du vélo. J'avais déjà des intentions d'entrepreneuriat. Et du coup, avec Maxime, au fil de nos discussions, on a vu arriver une nouvelle pratique des États-Unis qui s'appelle le gravel. Moi, lors de mes voyages aux États-Unis, j'avais pu me rendre compte du potentiel. Et rapidement, nous, on a fait le parallèle avec notre région d'origine, l'Aveyron. Les belles pistes qu'on peut trouver autour de Millau, sur les plateaux, sur les Cosses. Et de fil en aiguille, Wish One est né avec ce positionnement sur marché naissant qui était le gravel. Pas mal de gens, d'ailleurs, à cette époque-là, voyaient cette nouvelle pratique comme une niche. Et nous, on avait déjà cette vision que ça allait devenir vraiment une tendance très forte, ce qui est le cas aujourd'hui. Et du coup, on s'est positionné comme les pionniers, on va dire, très tôt sur ce marché, et avec une vision de réindustrialisation. Donc, on s'est dit, le monde est en train d'évoluer. C'est pas possible que tout le savoir-faire soit en Asie et qu'on importe ce matériel systématiquement d'Asie. Donc, on s'est dit, ça va évoluer. Et si on est peut-être les premiers à entamer ce travail de développement d'un cadre en carbone, en France, peut-être qu'à la sortie, c'est nous qui sortirons gagnants. Et c'est ce qu'on a, réalisé avec Wish One. Et on en est au début de notre histoire, je pense. Et c'est intéressant puisque tous les deux, finalement, vous décidez de lancer la Wish One en pleine ruralité, alors que vous auriez pu faire différemment. Alors justement, c'est vrai qu'il faut savoir que, vous l'aurez compris, hein, en Aveyron, on fait du business chez le dentiste. À Paris, c'est dans les dîners. En Aveyron, c'est chez le dentiste. Non, effectivement, la course qu'on organisait avec Sport Unit, qui était une agence de communication que j'avais créée à Dijon, c'était une course urbaine, typiquement urbaine. Et j'ai contacté François. Il s'est mis à cette discipline aussi parce que c'était un peu du sport extrême, c'est-à-dire sans frein. C'était un peu la Formule 1 du vélo parce qu'on avait des circuits d'1 kilomètre, 1 kilomètre 2. Les gens voyaient passer souvent les coureurs. Et donc François, en grand compétiteur qu'il est, il a souhaité, il a dit, c'est intéressant pour Mavic, puisqu'il était responsable de la marque, d'associer l'image, parce qu'il avait toujours ce côté pionnier, un peu comme la marque Mavic aussi a toujours été pionnière. Et donc, il a sponsorisé l'épreuve parce qu'il y avait une dynamique autour de cette discipline, mais il est venu participer. Et donc voilà, on a vécu de belles années à travers cette discipline. Et c'est vrai que le gravel est arrivé et ça nous a fait vraiment un électrochoc par rapport à notre territoire. Parce que les Aveyronnais, on est hyper chauvins. On défend notre territoire. François était parti assez jeune de l'Aveyron, moi aussi. Et là, on avait cette occasion de revenir en Aveyron, de s'installer en Aveyron, parce que la pratique gravel était vraiment parfaite. Enfin, le territoire est vraiment parfait pour la pratique gravel. Et voilà, c'est pour ça qu'on est au départ venu en Aveyron. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, Samir, c'est vraiment ce qui nous a drivé. C'est-à-dire, nous, on voyait le terrain de jeu. Le terrain de jeu. Et du coup, lorsqu'on vous faites la décision de dire, OK, on va s'installer en Aveyron, à Millau, vous dites pas, en fait, potentiellement, c'est un frein pour le développement de mon entreprise, notamment sur les sujets de financement, parce que c'est un territoire qui est sublime. Et j'invite vraiment tout le monde à venir vous voir sur place, parce que vous avez un site exceptionnel. Et toutefois, en même temps, c'est
C'est dans la manière dont on a pu échanger ensemble au début de votre levée de fonds. En fait aussi, c'est plus difficile de lever des fonds sur votre territoire que dans d'autres on n'en avait peut-être pas conscience. Okay. C'est-à-dire que pour aller loin, il faut être accompagné. Pour aller loin, effectivement, il faut du financement. Et c'est vrai que ça on ne l'avait peut-être pas identifié au départ. Vraiment, l'installation en Aveyron, c'était on est Aveyronnais. À travers une activité économique, on peut revenir chez nous. Vraiment mettre en avant notre territoire. En plus, ça tombait bien, c'était du sport, c'était une marque de vélo. Il n'y a jamais eu de marque de vélo en Aveyron. Et donc, c'est pour ça au départ. Mais c'est vrai que le côté besoin en financement, besoin en réseau, etc., on l'a découvert, mais de façon assez violente au bout d'un moment. Après, je dirais qu'il y a quelque chose également qui nous a séduit. C'est le fait que tout de suite dans l'Aveyron, notre projet a eu une écoute auprès des politiques et des collectivités locales. C'est-à-dire que l'avantage d'être dans un pays où économiquement il n'y a pas une activité énorme, c'est qu'à partir du moment où on arrive avec un projet, on a une énorme écoute. Ce qui n'était pas le cas dans d'autres régions. Donc ça nous a séduit également. Après, c'est vrai que l'accès à l'investissement, on n'avait pas forcément mesuré que c'était plus compliqué dans des régions comme l'Aveyron. Ouais. Et juste, c'était en quelle année du coup vous créez Wish One, hein, vous partez, vous retournez dans l'Aveyron à quelle année? 2021-2022. Ok, post-Covid. Ouais. Ok, vous arrivez. Wish One a été créé en 2018, l'entreprise, fin 2018. Mais quand on décide, parce qu'on faisait sous-traiter, on a toujours voulu, on avait trois valeurs fortes, c'était le Made in France, le gravel, donc une marque gravel native, et la promotion de notre territoire. Et donc ça, on a réussi à le conserver pendant 3 ans au départ. Sauf qu'en 2021, post-Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on maîtrise notre outil de production. Et on s'est lancé dans ce challenge de fabriquer en France. Donc, on avait des vélos en acier qu'on fabriquait en France qui étaient sous-traités. Mais on s'est lancé dans le matériau composite, les vélos en carbone. Et voilà, et ça a coïncidé avec notre retour aussi en Aveyron, notre installation en Aveyron. Et c'est vrai que pour nous, c'était capital dans notre vision et dans les engagements qu'on s'était fixés. On voulait absolument fabriquer localement. C'est un choix stratégique. Mais au départ, on pensait arriver à trouver des sous-traitants. Parce qu'on n'est pas des techniciens avec Maxime, c'est pas notre métier. Et en fait, de déception en déception, avec des prises de contact qui au final étaient des déceptions parce qu'on voyait que les gens à qui on s'adressait n'avaient pas les compétences, eh bien, on en est arrivé à la conclusion que si on voulait le faire, il allait falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le développement, l'industrialisation de ce cadre en composite. Et juste, il n'y avait pas de concurrents, il n'y avait pas de marque de gravel. Je n'ai jamais fait de... Non, mais je pense que les auditeurs aussi, ceux qui nous regardent, ils ne savent peut-être pas non plus. Je ne savais pas trop ce que c'était, moi, les courses en gravel et un vélo all-road. Oui. Mais du coup, il n'y avait pas de concurrents. Il y avait... Alors, il y a... Jusqu'en 2018, peu. Oui, disons que toutes les grandes marques, quand même, observaient ce phénomène. Donc les grands fabricants, notamment les marques américaines, parce que la discipline est née là-bas, commençaient à rajouter des modèles gravel à leur catalogue. Je dirais qu'il y a très peu de marques qui sont nées, comme l'a dit Max, gravel native, c'est-à-dire qui sont nées avec le gravel. Donc nous, on fait partie de ces marques-là. Et on est la marque française qui est née avec le gravel. Et nous, je dirais, on est arrivé avec une approche holistique, puisque donc, pour faire la promotion de notre marque, on a fait de l'événementiel. Donc, on est les premiers à avoir organisé des courses de gravel en France. En plus, je dirais, d'avoir le produit, on a rajouté tout le storytelling et tout l'imaginaire autour qui n'existait pas forcément en France. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Parce que vous avez à la fois organisé ces Coupes du Monde, un peu, et en parallèle, la construction de ces vélos que vous amélioriez à chaque fois. Oui. Et pour qu'on replace un peu dans le temps. Comment ça se passe, cette aventure? Ça commence par quoi? On commence...
Alors Et vous êtes combien et vous recrutez? On est 2. Et après, vous rencontrez Samir et on y reviendra. Mais... Ouais. Je dirais que dans l'événementiel, on avait les ressources en interne. Okay. Maxime continuait d'exploiter son agence à Dijon. Donc, on avait les ressources de l'agence, que Maxime a quand même bien mis à contribution, sur l'événementiel. Et Maxime avait les compétences. Après, le développement du vélo, on a travaillé avec une entreprise partenaire qui était basée à côté d'Aix-en-Provence pour le développement du vélo. Et le développement du vélo, c'est un temps plus long. C'est-à-dire que ça prend des mois, des années. L'événementiel, c'est beaucoup plus immédiat. Voilà, créer un événement, on peut, voilà, l'événement, on annonce une date et 6 mois plus tard, c'est une réalité, quoi. Ça va pas aussi vite que ça, mais... Bon. Mais comment vous faites pour ramener du coup tous ces gens qui font du gravel, parce que Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a tous les pays qui viennent et ouais. Alors, on n'a pas organisé une Coupe du Monde tout de suite. On a d'abord organisé des épreuves régionales, nationales. On a attiré des gens avec notre réseau et notre connaissance du milieu du vélo. On a été repérés et l'Union cycliste internationale nous a contactés en nous proposant d'organiser la manche française de la Coupe du Monde. Sachant que pour nous, c'était quand même une sacrée opportunité parce que je pense que l'UCI, donc l'Union cycliste internationale, n'avait pas du tout la vision de qui y avait derrière ces organisations. Parce que le produit marketing était quand même nettement plus, je dirais, surdimensionné par rapport à l'équipe qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, comme Maxime avait cette agence, le marketing, c'est mon métier, c'est le métier de Maxime, on produisait du beau marketing. Mais concrètement, la structure derrière était très light. L'Union cycliste internationale nous a contactés. Je pense que s'ils savaient qui c'est qu'il y avait derrière ces organisations, ils auraient dit non, ces gars-là, ils ne vont pas être capables d'organiser une Coupe du Monde. Et pourtant, vous avez réussi. Sauf qu'on est à Véronier. Et ouais, on est basé à Millau, la capitale de l'outdoor, du sport outdoor. Il y a un tissu associatif important. On a réussi à fédérer des gens autour du projet. Bon, ça se construit, un événementiel. Effectivement, on a commencé à organiser des courses sur l'Aubrac, après dans le Morvan. C'était vraiment une façon de faire connaître la marque aussi, au départ, la marque Wish One. Et aussi de montrer notre vision du vélo et du gravel. Donc, un peu racing. Ouais. Quand même, vu notre passé, voilà, il faut se servir de l'expérience personnelle et professionnelle pour mettre un peu de sel dans les projets. Et voilà. Ce que mentionne Max, qui est important, c'est que le début du gravel en France, c'était vu comme une discipline loisir, évasion, contemplative. Donc on va dans des endroits magnifiques. Éventuellement, on fait du bikepacking, on sillonne sur plusieurs jours. Ce n'était pas du tout dans un esprit racing compétition. Et d'ailleurs, en France, le gravel était même plutôt par opposition au cyclisme sur route, qui est très compétitif, avec des épreuves, des courses. Le gravel était plutôt vu comme une discipline loisir contemplative. Nous, on a pris ce phénomène à contre-courant, et on s'est dit, nous, on va créer notre univers à nous, et on va se mettre sur une approche racing. Au départ, d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui disaient... Eux, ils n'ont rien compris. Le gravel, c'est pas ça. Bon, nous, on savait quand même bien ce qu'on... comme des Aveyronnais, quoi. Ouais, mais c'était une manière de prendre un parti pris marketing. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire, tout le monde va à gauche, nous, on va à droite. On va créer notre univers à nous, notre bulle à nous. Et aujourd'hui, le racing, dans le gravel, notre Coupe du Monde, on accueille plus de 1000 participants, plus de 20 nationalités. Il y a des circuits qui sont en train de se mettre en place. Il y a une Coupe de France et un championnat de France qui existe aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus d'épreuves. Mais on a pris ce parti pris, quoi. On avait choisi ce parti pris. Voilà. Et pour en revenir sur l'organisation, c'est vrai que on a quand même cette capacité en Aveyron d'avoir effectivement un soutien des collectivités. On travaille main dans la main avec le parc naturel et régional des Grands Cosses. Il y a le camp militaire du Larzac qui est partenaire de l'événement, puisqu'on a 30 km de l'épreuve qui se passe à l'intérieur du camp militaire. C'est assez exceptionnel de pouvoir passer en vélo dans un camp militaire.
On a les clubs, les associations. On a des associations de parents d'élèves qui tiennent des ravitaillements, par exemple. On a des gens qui sont au carrefour toute la journée pour faire la circulation. On a des conventions avec la gendarmerie, avec la police municipale, la police nationale, etc. Il y a vraiment, on travaille même avec les agriculteurs sur des fois des autorisations de passage à des endroits un peu limites, parce que c'est chez les propriétaires terriens, etc. Donc c'est en bonne intelligence et c'est ce qui fait que les gens qui viennent participer à la course, c'est dur. Le parcours est très exigeant. Mais quand ils repartent, ils ont le smile. Et nous, c'est ce qui nous fait plaisir et c'est notre motivation. Au-delà de faire connaître la marque, etc. Il y a ce côté quand même, expérience qu'on fait vivre aux gens qui viennent à Millau, quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir on va dire à la thèse d'investissement et au lien avec Time for, le fait d'être basé dans l'Aveyron, on a un soutien qu'on n'aurait pas ailleurs. Donc, soutien de la population locale, soutien des associations, soutien des politiques. Ce qu'il faut dire également, c'est que dans l'Aveyron, on ne partait pas de zéro. C'est-à-dire, on est originaire de là-bas. Même si on est parti pendant 20 ans, il se trouve que dans deux, domaines différents, la famille de Maxime, ma famille, sont passés avant nous et on bénéficie on bénéficiait d'un terreau favorable. C'est la communauté, quoi. C'est les Aveyronnais. Oui. Ouais. J'écoutais le podcast de Mathieu Stéphanie qui interviewait la fondatrice de Petit Bao. Et en fait, elle parlait de la communauté asiatique, c'est des gros travailleurs. Mais alors, les Aveyronnais, ils ont cité aussi que c'est au même niveau, quoi. Et ça vient d'où, ça, en fait? Vous avez des parents... aussi cette force, cette résilience où on dit que les Aveyronnais... Je ne sais pas, moi, en ce qui me concerne, ma famille, c'est des sportifs à fond. Ah ouais. Mon père était entraîneur de foot, il a été entraîneur de foot pendant 30 ans à Rodez, il a été entraîneur de foot à Millau. Donc il est... Et puis à l'époque, tout le monde faisait du foot. Donc il a été aussi en charge d'une classe sport-études au lycée, au collège et au lycée. Donc, il a eu beaucoup d'élèves et donc, il était très connu sur le département, forcément. Ouais, mais c'est marrant, ce truc des Aveyronnais, quoi, qui ont la niaque et qui ont une résilience. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est... Les valeurs du travail. Et qui ont un vrai talent aussi, côté entrepreneur. Hein. Bien sûr. Il y a beaucoup de réussites d'entrepreneurs aveyronnais. Hein. C'est vrai. Et je me souviens quand, à l'époque, avec Rodez, on venait jouer à Créteil, donc qui était en Ligue 2 à l'époque, Créteil. Et on venait passer 3-4 jours à Paris pour préparer le match, mais on était accueillis par les Aveyronnais de Paris. Donc on dormait à un endroit, après on allait manger dans une brasserie. Enfin, c'était une autre époque, hein, mais on était sponsorisés par les Aveyronnais de Paris. Ouais, vous êtes soudés, vous êtes... Et puisqu'on parle un petit peu de valeurs, ce que je retrouve fortement dans vos valeurs d'entreprise, c'est le côté aussi autour du sport, autour de la performance. Qu'est-ce que vous pouvez partager aux auditeurs peut-être entre ce que vous avez appris dans le monde du sport, que vous dupliquez finalement, vous appliquez dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, ce qui est sûr, c'est que une des particularités, c'est que tous les deux, on a fait du sport à haut niveau. Alors, Maxime comme footballeur. Moi, j'ai pratiqué mon premier sport, c'était le ski. C'est pour ça que j'ai travaillé chez Salomon. Après, le vélo, le VTT à haut niveau également. Donc là-dessus, on se retrouve tous les deux. Donc, on se retrouve dans la perf, la volonté de faire les choses bien, dans le détail, la résilience. Parce que je pense que dans cette aventure, on a été... chahuté, très, très résilient. Notre vision de départ, et du coup qui est quand même liée à nos racines, c'était il faut qu'on avance le plus possible avec nos moyens propres. Comme ça, le jour où on ira chercher du financement, on aura déjà, suffisamment avancé pour pouvoir avoir une négociation avec une force de négociation avec des partenaires et une force pour les convaincre. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas un parcours traditionnel. C'est-à-dire qu'on a quand même énormément retardé notre levée de fonds, la première levée de fonds. Et du coup, on a beaucoup avancé avec nos moyens propres qui étaient très limités.
Donc, on a été obligé de trouver des solutions pour avancer. Et l'événementiel était une des solutions. Moi, je dirais que on peut oublier certaines valeurs. C'est-à-dire que quand c'est dur, quand l'entrepreneuriat est dur, parfois, on perd un peu de vue ce qui nous a animés au départ ou l'expérience qu'on peut avoir. Par exemple, avec François, comme il dit, on a été résilients. On était un duo, quoi. On est toujours un duo. Mais là, aujourd'hui, on a une équipe autour de nous. Samir, il a construit aussi une équipe autour de nous. Avec l'arrivée de Time4 et les équipes de Daphne, moi, je retrouve ce côté collectif. Et ça, c'est génial. Et je crois que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Parce que quand tu es dirigeant d'une entreprise, tu es souvent seul, finalement. Hein, surtout dans l'Aveyron. Non, mais tu es souvent seul, donc c'est dur. C'est dur, et puis tu oublies, tu te recroquevilles sur toi, et puis des fois, tu ne prends pas assez de recul, etc. Et dans le sport, notamment le football, le sport collectif, mais dans tous les sports, c'est pareil. Il faut des objectifs individuels, mais aussi des objectifs collectifs. Et là, voilà, ça nous permet... alors, attention, hein, on a vécu des très très belles années à construire tout ça, hein, mais c'était dur quand même. Et ça sera toujours dur de toute manière. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à travailler en équipe et d'embarquer tout le monde. Hein, un peu comme dans l'événementiel où on essaie d'embarquer tout le monde. Ben là, tout notre enjeu, c'est d'embarquer l'équipe qu'on a constituée, nos clients qui vont, on espère, devenir ambassadeurs, etc. Donc ce côté esprit d'équipe et tout ça, c'est vraiment chouette de retrouver ça. Et tu parlais tout à l'heure d'avoir été un peu secoué, ou je ne sais plus, qu'est-ce que tu as dit, Samir? Ils ont été chahutés, pardon, dans cette aventure. Vous pouvez revenir peut-être sur les bars un peu, qu'est-ce qui a été dur, donc il y a à la fois peut-être trouver, organiser ces compétitions jusqu'à arriver à la Coupe du Monde, enfin tous ces bas un peu, comment vous vous remotivez et qu'est-ce que vous en tirez en fait comme leçon un peu L'événementiel, du coup, c'est du marketing. C'est un domaine où on a des compétences. Et donc là, on avait les moyens de se débattre et d'avancer. Et avec des visions très claires de ce qu'on devait faire pour y arriver. Le développement produit, ça, c'était quelque chose où c'était plus compliqué, parce que ce n'était pas notre domaine de compétences. Donc, il a fallu qu'on trouve soit des partenaires, soit des talents pour venir, et les convaincre de venir nous rejoindre. Et là, vous rencontrez qui, par exemple? C'est quoi? C'est des gens qui savent faire et comment vous faites pour les rencontrer? Ils viennent d'où? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a plus de savoir-faire au niveau de la fabrication de cartes, plus du tout. Et, tu peux l'expliquer aussi pourquoi il n'y a plus de savoir-faire? Parce que c'est intéressant d'un point de vue stratégie globale, marché, ce qui s'est passé. De manière générale, aujourd'hui, toute la fabrication est en Asie. Mais il reste quand même en Espagne, au Portugal et en Italie quelques fabricants qui continuent à produire un petit peu localement. En France, ce n'est plus du tout le cas. Et je pense que c'est le cas en France dans d'autres domaines. C'est-à-dire toute la partie industrielle, on a quand même laissé filer, on a abandonné beaucoup de choses, quoi. Donc en France, il n'y a plus de savoir-faire. Essentiellement parce que c'est des métiers qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Mais malgré ça, il y a quand même au Portugal, en Italie, il y a encore des productions locales, ce qui n'est pas le cas en France. Et du coup, nous, il a fallu qu'on recompose un puzzle. Donc il a fallu qu'on trouve des gens qui étaient capables de fabriquer des pièces en carbone, puisqu'il n'y avait plus personne qui fabriquait des cadres de vélo, donc des pièces en carbone, auxquelles on a ajouté des ingénieurs du monde du cycle, que moi j'avais dans mon réseau de carnet d'adresses, de par l'expérience que j'ai eue notamment chez Mavic. Donc on a reconstitué une équipe avec des ingénieurs, mais qui ne maîtrisaient pas la partie industrielle, qu'on a mis en relation avec des industriels qui étaient capables de fabriquer des pièces en carbone et qui ont reconstruit le puzzle pour fabriquer les premiers cadres en composite qu'on a fabriqués, qui ont été fabriqués à côté d'Aix-en-Provence. Ils ont été fabriqués par cette équipe. Donc un ingénieur externalisé avec ce spécialiste du composite avec lequel on s'est associé du côté d'Aix-en-Provence. Après, on a voulu tout internaliser, donc tout rassembler à Millau. On a eu un petit moment un peu chaotique
parce que la personne qui nous avait rejoint, finalement, n'a pas voulu déménager à Millau. Donc là, on en revient quand même à la difficulté de la ruralité. C'est-à-dire que lui, il a cru que au moment où il a décidé de nous rejoindre, il pensait déménager avec sa femme. Après, ils ont changé d'avis. Donc là, on s'est retrouvés dans... Ça, c'était la période la plus compliquée pour nous. Pourtant, on est post-Covid et il y a une vague. C'est ça, on est à peu près post-Covid. Là, il y a une vague de gens qui veulent pourtant partir. Quoi. Mais lui, non. C'est pas exactement ça. C'est oui. Ah oui, mais oui, non. Mais non. Mais finalement, non. Ah, ouais. Donc là, vous vous retrouvez 100 personnes. 100 personnes. Ouais. Non, mais il y a un sujet sur la partie aussi recrutement. Voilà, en Aveyron, pour faire venir des gens en vacances et tout ça, ça marche. Pour qu'ils viennent travailler, c'est plus compliqué, c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut convaincre 2 personnes. Donc, souvent, c'est des personnes qui sont en couple. Les 2 travaillent. Ça veut dire que le conjoint, il faut lui trouver une activité. Et ce n'est pas forcément évident. Donc, plus il faut accepter également le cadre de vie. Bon, nous, qu'on trouve fabuleux. Mais peut-être que si on demande à des Parisiennes dans la rue, ils n'auront pas la même vision, j'imagine. C'est sûr. Donc, voilà. Et donc, comment vous faites là? Vous vous retrouvez 100 personnes. Et donc, premier aussi moment où vous dites, vous lâcherez pas, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces moments de doute un peu? C'est pas facile parce que l'image de marque de Wish1, elle est là. Elle est associée à la performance. Elle est associée, malgré tout, à des vélos, à de l'événementiel. Et c'est vrai qu'à partir du moment où notre outil de production il est à l'arrêt à Millau, parce qu'en plus, au-delà du fait que la personne ne continue pas l'aventure, notre outil n'était pas au niveau d'exigence que l'on avait avec l'ancien partenaire. Et donc, il a fallu effectivement rebondir. Sauf que là, quand il n'y a plus rien qui se produit, qu'on arrive le matin au Casalous, là, qui est donc notre bâtiment, notre manufacture sous le viaduc, c'est super beau. Hein. Mais quand on arrive et qu'il n'y a rien qui tourne, et qu'on se dit, on a créé une marque, on a des vélos, on a un événement, mais là... On a créé des attentes aussi. On a créé des attentes, on avait des vélos à livrer. Et là, c'est compliqué, c'est sûr. Et vous vous dites pas... Ah, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Et justement, en fait, c'est qu'est-ce que vous vous dites à ce moment pour vous dire, OK, en fait, on va pas se laisser abattre et on va y aller, on va réussir, on va se relever. Moi, je dirais, en ce qui me concerne, et peut-être que Max, je sais pas, mais moi, cette période, j'avais comment dirais-je, le cerveau en suractivité. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'était l'instinct de survie ou mais réellement. Et du coup, j'avais des idées qui me venaient pendant la nuit. Et c'est là où, en fait, on avait croisé sur un salon, 2 ou 3 ans auparavant, un ingénieur qui s'appelle Robin Cogent, donc du coup qui travaille pour nous aujourd'hui, qu'on a recruté. Et Robin, lui, il avait monté une marque de vélo. Et je dirais, il avait toutes les qualités qu'on n'avait pas. Et de ce que j'en avais vu, il lui manquait toute la partie marketing commercial, stratégie de marque que nous, on avait construit avec Wish1. Et j'avais croisé Robin, on avait discuté, il m'avait présenté son concept technique, ses vélos, c'est un ingénieur. Et moi, je m'étais dit à ma tête, et Max s'était dit pareil, je pense, je m'étais dit, purée, c'est quand même dommage parce qu'ensemble, on serait une super équipe. Et du coup, pendant le moment où on est dans la merde, pendant la nuit, le lendemain matin, je débarque au bureau et je dis à Max, je dis, purée, il faut qu'on contacte ce gars. Je vais sur LinkedIn, j'écris un message. Et en fait, lui, son aventure entrepreneuriale, elle était un peu dans une impasse parce qu'il était capable de fabriquer des bons vélos, mais il n'avait pas de demande ou il n'était pas capable de les vendre. Et en fait, tout de suite, j'ai senti que ça matchait. Il a répondu tout de suite. On a eu une visio tout de suite. Et grosso modo, la vision que j'avais, il l'a partagée complètement. C'est-à-dire, immédiatement, il nous a dit mais les gars, moi, Wish1, quand je voyais votre marketing, je rêvais de ça. Mais ça, je ne savais pas faire. Moi. Et voilà.
Et au final, donc, il a démissionné de là où il était et il est venu. De l'audace, tu t'es dit, ok, je vais tenter ma chance, je vais le contacter. Oui. Et la vie fait bien les choses puisque finalement, ça a matché. Complètement. Tout à fait. Et je dirais que Robin a des compétences supérieures et je vais dire à l'attelage qu'on avait constitué auparavant. Donc du coup, il nous a permis très rapidement de solutionner des problèmes techniques qu'on avait. Et aujourd'hui, on est en mesure de fabriquer et de produire des vélos à un niveau de performance et de qualité supérieur à ce qu'on faisait auparavant. Et je dirais même, on est au niveau des plus grandes marques aujourd'hui, en très peu de temps finalement, puisque aujourd'hui, tout se fait en Asie, effectivement. Mais si on prend les caractéristiques techniques du vélo, le poids, la rigidité, le niveau de finition, aujourd'hui on est à ce niveau-là, au niveau des plus grandes marques. Donc c'est ça qui est remarquable. Tu parlais d'attelage, on parlait d'équipe tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a réussi à constituer une équipe qui est performante et voilà, on avance comme ça. Et jamais vous vous êtes dit, on continuera, on arrête la prod de vélo, on n'y arrivera pas, et on fera que de l'événementiel, et au pire, on aura créé cette marque autour d'événements qui quand même... Non, parce qu'on est intimement persuadé que les deux fonctionnent ensemble. Donc, moi en tout cas, je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais posé cette question. Je me suis dit non, c'est soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, mais il faut aller au bout de l'aventure. Et c'est vrai que et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être soutenu. C'est vraiment à ce moment-là. Justement, vraiment à ce moment-là. Très bonne transition. Mais je voulais je voulais juste poser une petite question. Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est finalement, vous décidez d'être en concurrence avec les meilleurs. Vous décidez d'être en concurrence avec... aujourd'hui, la plupart des marques fabriquent en Asie. Ils ont atteint un niveau de qualité, un niveau de prix défiant toute concurrence. Comment une marque... basé à Millau sera capable demain de devenir un leader incontesté sur un marché aussi compétitif. Ouais. C'est le soutien de Time For, le travail d'équipe. Aujourd'hui, on a une vraie vision. On s'est un peu réparti les rôles avec François. François, il sait exactement où il veut aller sur la partie vélo, sur la partie sport, sur la marque, etc. Moi, je suis sur la partie événementielle, je suis sur la partie expérience client. Et on est en train donc on travaille avec Axel, je lui fais un petit coucou, sur l'expérience client. Voilà, c'est ça qui va nous permettre l'expérience premium, parce qu'on a tout de réuni chez nous en Aveyron. Il faut que les gens ils viennent nous voir, il faut qu'ils viennent tester nos vélos, il faut qu'ils viennent voir comment on fabrique un vélo. Et après, c'est le partage de la passion, aller rouler ensemble, il faut aller chercher la proximité avec les gens. Voilà. Et... le schéma de 99% des marques, en effet, c'est sourcing Asie, non maîtrise de la fabrication, parce qu'ils la sous-traitent à des usines qui fabriquent pour eux. C'est sûr que pour le moment, au niveau prix, ils achètent à des tarifs défiant toute concurrence. Peut-être que dans le futur, ça va un peu évoluer, parce que la géopolitique évolue, le monde évolue. Nous, les atouts, c'est qu'on maîtrise tout en interne. On peut proposer de la customisation, on peut proposer un produit plus recherché, plus adapté à certains types de besoins. Et malgré tout, on est dans une démarche où on vise quand même des niveaux de prix corrects. Donc, on est plus cher que l'Asie en termes de fabrication. Comme on est en distribution directe, on est en direct aux consommateurs, le prix facial
pour le consommateur est comparable à ce qu'ils peuvent, le tarif auquel ils peuvent acheter un vélo d'une grande marque fabriquée en Asie. Voilà, et on a encore des solutions pour optimiser tout ça. Et pour, nous ce qu'on va quand même rechercher en priorité, c'est un produit très très haut de gamme avec des niveaux de performance très élevés et une maîtrise totale en interne de la fabrication. Voilà. Ouais, ça c'est important, cette maîtrise. C'est vraiment le vélo, il est conçu. Donc Robin va concevoir le vélo, mais il y a un échange perpétuel, incessant, avec nos athlètes. On teste les produits, on fait du prototypage, etc. Et quand on est convaincu qu'un vélo est au niveau attendu, cette année, on va lancer un nouveau vélo gravel, on va lancer un vélo route. Donc cette partie-là, elle est essentielle dans le développement du vélo, dans le développement produit, le lien que l'on a avec la compétition. Parce qu'il n'y a pas meilleur testeur que des athlètes. Et moi, à une époque, vous m'auriez demandé de tester une chaussure de foot ou un ballon, j'aurais été capable. Aujourd'hui, sur le vélo, François a cette capacité, mais on a aussi 2-3 athlètes de très haut niveau qui travaillent avec nous, main dans la main. Donc voilà, ça c'est aussi un plus que l'on a, puisqu'on développe tout en interne. Et après, il y a cette expertise technique, cette exigence dans la performance. Ça, c'est peut-être aussi le sport qui a ancré ça en nous. Et puis après, la relation avec les gens. On se veut une marque intense et l'intensité, ça se voit sur le vélo, mais ça se voit aussi dans la relation que l'on a avec les gens. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va se différencier. Et un mot qui est très important pour nous, par rapport à tous nos concurrents, nous, on se veut une marque incarnée. C'est-à-dire que les patrons, ils sont là, ils sont sur des événements, ils sont sur le stand, ils sont sur le vélo au milieu des participants. C'est une grosse différence. Voilà. Et on a des exemples. Il y a certaines marques, à Florac par exemple, ils font des jeans. Mais bien sûr, je connais très bien Florac. Vous parlez de Ferry. Bien sûr, je connais très bien la Lozère, j'ai une maison à Florac. Voilà. Enfin, une maison de famille à Florac. Bon, pourtant, c'est la Lozère. Nous, on est à Véronée, mais bon. Julien... FX, il est impressionné parce que lorsque je suis venu vous voir, on a beaucoup parlé de ce modèle-là. C'est vrai ? En disant c'est un exemple à suivre. Mais ils sont trop forts. Et ils ont embarqué l'équipe. Et là, nous, c'est là où on est content aussi, c'est que on est que 6 pour l'instant dans l'entreprise, mais les gens sont embarqués et on se dit les choses quand ça va pas. Tout le monde est force de proposition. On travaille aussi avec les équipes de Daphne. On travaille avec Samir, on a une réunion tout à l'heure, on a plein de choses à lui demander. On essaie de mobiliser un peu tout le monde là parce qu'on a besoin de conseils, on a besoin aussi de réseau. Mais voilà, et c'est vrai que embarquer les gens, c'est essentiel. C'est essentiel. Et ils le font très bien. Ils le font très bien. Ferry, ils sont très forts. On leur passe un petit bonjour aussi. Moi, je voulais cette rencontre avec Samir, ce besoin d'accélérer, ce besoin de lever des fonds. Donc, c'est arrivé quand vous avez retardé, vous avez dit aussi, pour justement le faire avec vos fonds propres jusqu'à vraiment en avoir besoin. Comment ça s'est passé, cette rencontre et puis pourquoi avoir aussi levé de l'argent et quelles sont les ambitions ? Donc la rencontre, au moment où on a rencontré Samir, il travaillait pour le fonds de la région Occitanie. Je ne me rappelle plus le nom. L'ARIS, voilà. On avait eu plusieurs rendez-vous en visio avec Samir, on avait bien accroché. Donc après, il nous a annoncé qu'il quittait ARIS, mais que peut-être, dans son prochain job, ça pourrait fitter. Et donc, on avait toujours gardé le contact avec Samir. Nous, en parallèle, on avait bien avancé avec un autre fonds. D'ailleurs, Samir nous avait dit avancez, parce que moi, je n'avais pas de garantie à vous fournir.
On vient d'annoncer le lancement de Time for 50 millions. Ouais, il savait qu'il n'y avait pas de garantie. Voilà. C'était vrai. Il nous dit le timing va être compliqué pour moi parce que voilà, je veux pas. Si vous avez une piste sérieuse, je peux pas vous. Voilà. Et au final, on a avancé comme ça en parallèle jusqu'à ce que Samir puisse réellement avancer et nous faire une offre qui était pour le coup plus ou moins équivalente à l'autre fonds, mais je dirais c'est vraiment sur le ressenti avec Samir et je pense le ressenti avec ça, voilà, en toute notre transparence le ressenti. Donc voilà. Je les regère. Non, mais le ressenti. Ouais. Et le projet, l'accompagnement, je pense que Time for, c'est aussi plus la thèse d'investissement aussi. Oui. Le réseau. Sur la ruralité, les quartiers en difficulté, etc. Ça nous a bien plu. Le réseau. Voilà. Et puis, le dynamisme. Effectivement, les et après, c'est le fit avec le partenaire, bien sûr. Ouais. C'est d'abord ça. D'ailleurs, mais quand même, toutes les discussions qu'on a eues au départ, jusqu'à ce qu'on nous formule une offre, enfin Samir nous formule une offre, nous, Daphne et Time for, c'était Samir. On n'avait pas forcément beaucoup... évidemment qu'on s'était un peu renseigné, mais on avait une vision floue. On avait une vision floue de ça, c'est un bon point. C'est un bon point parce qu'en fait, tu vois, donc nous, ça a été finalement la porte d'entrée vis-à-vis du capital investissement parisien. C'était plutôt moi. Et puis progressivement, en fait, je vous ai fait découvrir l'écosystème. Oui. Et quelle était votre impression? Parce que moi-même, j'ai découvert en arrivant Daphne la puissance du réseau, les personnalités aussi qui composent cette... Ouais, mais tu as fait preuve de pédagogie, c'est-à-dire que tu nous as expliqué aussi les choses, etc. Nous, clairement, avant de se lancer dans une levée de fonds, c'était des milieux qu'on ne connaissait pas du tout. Hein. Donc les échanges qu'on a eus avec Samir, ça a été aussi, on a appris. Et après, il y a eu plein de monde autour. Les conseils de Daphne, nos conseils à nous. Damien, avec qui on bosse. On bosse avec Damien, la main dans la main, de chez Daphne. Qu'on salue. Et voilà, et c'est vrai que vous avez fait preuve vraiment de pédagogie, de soutien. Parce que vous n'avez pas parlé à d'autres fondateurs. Comment ça se passe en fait dans votre tête? Là, vous avez Samir en point de contact. Vous savez que potentiellement on peut vous soutenir, mais vous lui faites aussi confiance. Mais même sur la dilution, enfin tout le process un peu. Comment vous de votre côté vous avancez juste en confiance avec? Est-ce que vous appelez d'autres entrepreneurs qui ont levé? Est-ce que vous n'avez même pas trop le réseau d'entrepreneurs qui ont levé des fonds? En Aveyron, des levées de fonds, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Même nos banques, il y a eu des moments où on ne se comprenait pas, en fait. Parce que moi, on a un ami qui est avocat qui nous a un peu aiguillés au départ. Mais je n'ai pas spécialement appelé des gens qui ont fait des levées de fonds, non. C'était un peu... c'est les discussions. Après, tu apprends, tu lis des choses, tu vas faire des recherches un peu. Bien sûr. Mais voilà. Et moi, il y a une question quand même. Mais quand on a 45, pardon, mais 52. Je vais rentrer dans les clichés, mais quand vous vous lancez le cliché de l'entrepreneur, hein, je vais dire, c'est quand même tous des jeunes qui sortent de grandes écoles, etc. Mais quand vous vous lancez, que vous cherchez des fonds, vous sentez, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de fonds, vous parlez d'un autre, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une réticence, que le fait que vous vous lancez un peu plus tardivement, est-ce que vous avez des moments où vous vous dites on nous a pris pour... Enfin voilà, on n'est pas comme... Moi, non, ça on l'a pas senti. Oui. Nous, le point dur, c'était le marché du vélo. Le point dur, c'était le marché du vélo. C'est-à-dire, suite au Covid, beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets entrepreneuriaux, beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de financement, parce que le vélo, c'était la folie, parce que... Et beaucoup d'échecs.
et derrière, et nous, on arrive après. Et donc, il fallait déjà débugger le marché du vélo en disant, oui, on est sur le marché du vélo, mais le marché du vélo, il est très, très large. Nous, on est sur un segment bien précis, on est sur du haut de gamme, on est sur un marché qui croît. Voilà, il fallait déjà... C'était ça notre point dur. C'était vraiment ça le point dur. Après, le fait qu'on soit... non, mais disons que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, une levée de fonds, c'est des startups. Alors nous, on se considère comme une startup, mais c'est dans la tech. Voilà, on devient une licorne potentiellement, etc. Donc c'est ça la levée de fonds, hein, dans l'imaginaire collectif, surtout quand tu es en Aveyron, tu sais pas ce que c'est. Et comme on a été lauréat aussi d'Occitanie Invest, là, les gens qui étaient lauréats, donc qui venaient pitcher devant des potentiels investisseurs régionaux, les gens qui venaient pitcher, il y avait de tout profil. Donc ça nous a décomplexés aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, François, c'est lui qui pitchait, il a été très bon. Mais c'est vrai qu'on avait, des profils face à nous, certains qui étaient tout jeunes et qui étaient pleins de beaux projets, d'autres qui étaient plus vieux que nous, qui avaient des beaux projets aussi. Oui. Donc ça nous a un peu décomplexés. Mais c'est vrai que... moi, je n'avais pas mesuré non plus. C'est pour ça que je dis que ça fait que Time4, que Samir a fait preuve de pas mal de pédagogie. C'est vrai que si tu prends du recul, tu dis mais ouais, effectivement, la plupart des investissements se font en région parisienne. Mais c'est bien, c'est super. Mais c'est vrai qu'en région, c'est quand même plus compliqué d'aller chercher des financements. Et donc voilà, nous on est super contents. Samir, est-ce que tu veux ajouter après, une fois que vous êtes rencontrés, on a encore un tout petit peu de temps, et peut-être un peu, toi, qu'est-ce qui t'a séduit, la conviction, et quel est le rapport aussi avec FX et Max j'ai pas l'habitude d'être interviewé. En règle générale, je pose la question. Non, mais je demande toujours aux partenaires comment ils... Mais je vais répondre. En fait, le premier souvenir que j'ai de vous, c'est déjà on parle de vous. Et on parle de vous en bien. Et il s'avère que à l'agence régionale d'investissement stratégique où j'étais, en fait, on avait fait un investissement dans le vélo. Et très vite, en fait, j'ai pu comparer les forces, les faiblesses des uns et des autres, et pour me rendre compte finalement qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire dans ce métier-là. Et puis, un peu comme tu le disais, FX, j'avais l'image d'un marché où, au global, le vélo, c'était un peu un marché où le cycle était plutôt down. Et au fur et à mesure des gens avec lesquels je discutais sur l'industrie, au fur et à mesure des échanges avec les dirigeants, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette niche gravel avait un fort potentiel. Et il s'avère qu'avec François-Xavier, en fait, tu as eu la bonne idée de m'introduire auprès de plusieurs personnes, le fondateur d'Oka, le fondateur de Canyon, deux pointures dans l'industrie, avec qui tu as travaillé, qui ont été dithyrambiques sur ce que tu faisais. Et puis, je me suis déplacé. J'ai vu votre environnement, votre façon de travailler, la qualité de vos produits. J'ai rencontré aussi la mère de Mio. J'ai rencontré les militaires en sortant de la mairie. C'est vrai. Et puis j'ai vu votre environnement. Et donc, mis bout à bout, au fur et à mesure des rencontres, des discussions, pour moi, c'était une évidence absolue de vous accompagner et de dire, en fait, il faut qu'on y aille. Parce qu'on est sur une thématique, en fait, on va réindustrialiser la France sur un savoir-faire qui a disparu, en pleine ruralité, avec deux dirigeants qui sont sportifs, de très haut niveau, avec Aveyronnais. Et d'ailleurs, j'adore la Ligo. Ouais, Ligo aussi, c'est obligé. Et donc, et puis, en fait, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à créer une histoire
qui ressemble aux valeurs qu'on souhaite porter avec Time for. Et très clairement, avec Wish One, on est en capacité, depuis l'Aveyron, depuis la ruralité, de créer un leader mondial. Et vous avez la compétence pour. Maintenant, il y a encore beaucoup de défis. On est sur un métier industriel où, effectivement, notre prix de revient va être un vrai sujet. Et c'est pour ça aussi qu'on va... à vos côtés, on a pu mettre un premier ticket d'investissement, mais potentiellement, en fonction de vos réussites, être en capacité de vous accompagner sur les futures étapes. Donc, c'est un mix de plein de choses, de sentiments aussi, de rencontres, de sensations. Et vous avez eu l'intelligence d'avoir 2 business models, un business model sur lequel vous pouvez capitaliser et qui crée énormément d'attachement à votre marque autour de l'événementiel. Vous avez une proximité avec vos clients qui est assez fort. Donc j'espère que vous allez être en capacité de pouvoir aller très très haut parce que vous en avez vraiment l'ambition et le talent. Donc, et donc du coup, merci Samir. On va merci, l'arrêter parce que Merci, Samir. c'était parfait. Mais non, du coup, cette ambition, on n'a pas répondu à cette question aussi. Et cette levée de fonds, elle va servir aussi à quoi? Est-ce que vous avez des messages à faire passer? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que il y a des choses, il y a peut-être des compétitions qui se préparent, il y a peut-être des messages qu'on peut faire passer. Et peut-être tu peux répondre sur la partie vélo, je répondrai sur la partie événementielle. Oui. Moi, je dirais que cette levée de fonds, elle doit nous permettre de tester le potentiel. C'est-à-dire, on va sortir des modèles de vélo au standard qu'on souhaite, c'est-à-dire des produits très haut de gamme avec des très bons niveaux de performance qu'on va mettre sur le marché, avec des moyens marketing qui sont ce qu'ils sont, mais suffisamment en tous les cas pour pouvoir faire le travail correctement. Et moi, je dirais qu'il me tarde de voir comment ça va réagir. Donc, on a quelques indices, on a déjà des prises de commandes alors que le vélo n'a pas été présenté. Mais je suis curieux de voir, et tout le monde est curieux de voir, parce que ça va être ça quand même, ça va être ça l'heure de vérité, quoi. C'est-à-dire de voir s'il y a de l'attraction. Et donc évidemment qu'on espère qu'il va y avoir de l'attraction. Mais et par rapport à ça, je sais que Time for sera en capacité de continuer à nous accompagner s'ils sentent qu'il y a cette attraction. Donc aujourd'hui, cette levée, elle nous permet de tester, elle va nous permettre de tester. Oui, de tester quand même la réaction de marché et de voir ce qu'on est capable de générer avec ces bons produits. Sachant que ce qui est très frustrant aussi, c'est finalement vous avez des quantités limitées de production. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur un fabricant de vélo qui va tout à fait. Lancer toute une gamme et inonder le marché. Non, vous avez fait le choix stratégique de limiter la production. Ça nous permet de garantir une qualité de production, ça nous permet de garantir une qualité relationnelle avec nos clients. Et après, le jour où il faudra passer un step sur le volume, on sera en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça l'idée, c'est de proposer une expérience hors norme à nos clients. Et c'est un peu la même chose sur l'événementiel. On a une ambition, c'est de décrocher une certification à horizon 2028, une certification ISO 20121. C'est des systèmes de management durable adaptés à l'événementiel sportif. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nous parce que tous les événements, parce qu'on a d'autres projets d'événements, tous les événements qu'on va produire seront sous avec cette démarche RSE très forte. Donc voilà, c'est les deux objectifs, c'est vendre produire des beaux vélos et les vendre, et faire des beaux événements et accueillir le maximum de personnes lors des événements. Et faire vivre des émotions. Exactement, c'est ça. L'expérience des émotions, on adore. Et est-ce que Wish One, on n'a pas expliqué pourquoi Wish One, pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais, j'ai déjà fait mes devoirs, mais redites-le nous. Bon. Je réponds. Vas-y. Alors, Wish One, c'est une idée de Maxime. Notre volonté, c'était de faire une marque différente, avec des valeurs différentes. D'où
ce nom Wish One. Donc notre souhait numéro 1, c'est de faire une marque différente. Et ensuite, Wish, c'est la contraction de white et fish, donc poisson et blanc. Et donc la contraction, c'est Wish. Et quand on a trouvé ça, on s'est dit, mais ça délivre tout le message, quoi, en fait. Voilà. Et One, c'est le côté racing. Et ouais. C'est qu'on veut être les numéros 1. Numéro 1, Voilà. c'est les compétiteurs. Voilà. On vous retrouve bien là. Voilà. Le W nous arrangeait bien également parce que stylisé, il représente un cadre de vélo. Ah. Ça nous a permis de faire... Je l'avais pas celle-ci. Ouais, pas mal. Voilà. Donc voilà l'histoire de Wish One. Très bien. Moi, parce que je pense que toujours les auditeurs se demandent pourquoi le nom de la boîte. Avant de terminer, on va vous proposer de tirer une petite carte. Je vais vous aider. Je passe du milieu, ici. Allez, vas-y. Allez-y. Allez, Max. La réalité derrière l'entrepreneuriat, c'est, je dirais, des challenges, de la passion, des rencontres, et puis de la motivation à partager. C'est positif. Tu aurais pu dire des nuits sans sommeil, du stress. Non, on adore. C'est tes premiers retours. C'est aussi ça. Et toi ? donc mon moteur au quotidien... C'est Max. Je ne le lâche pas, il a intérêt à être performant sur le vélo. Attention. Attends, mais il t'a pas dit, mais il fait 8000 km de vélo par an. Non, mais Je sais pas comment tu fais. j'ose même pas imaginer les brutes que vous êtes, à mon avis. Donc, je reviens au moteur au Vas-y, quotidien. vas-y, demandez. Donc, le moteur au quotidien, moi, c'est le projet, le challenge, le projet. Alors, tout à l'heure, tu aurais presque pu nous vexer parce que tu nous as mis dans la catégorie des vieux entrepreneurs. Non, c'est toujours des... Non, je voulais pas, mais... je voulais ça. Mais moi, nous, on se voit pas vieux en tous les cas. Mais je sais, nous Et- non plus. et- Et on ne vous voit pas vieux non plus. Et on a encore beaucoup d'ambition pour les années futures. Non, réellement, en tous les cas, moi personnellement, et je ne sais pas, Max, peut-être il pourra répondre lui, mais c'est le projet et aujourd'hui, le fait d'être L'objectif. encore au début d'une aventure, c'est très motivant. Je serais déçu d'être au bout de ma carrière d'entrepreneur. J'ai encore... Mais tu voilà. ne l'es pas et j'en suis désolée. J'étais obligée un peu de la poser, je suis désolée. Je voulais savoir si vous aviez ressenti un certain jugement ou un... Non. Le premier qui nous traite de vieux, on l'amène sur un vélo. Ouais, exactement, il va voir un peu. On s'occupe de lui. Ah oui, d'ailleurs, nous, on fait une compète Tech Bikers aussi. On emmène toujours 40 bikers. Cette année, on fait Lyon-Genève. Ne t'inquiète pas, Aurélie, on sera présent. Ouais, non, mais je sais, là, je me souviendrai. À mon avis, sur un call. Alors, un call. Tu Et me diras. Aurélie, l'année prochaine, c'est en Aveyron. C'est en Aveyron. Ouais. Mais Alors il faut là, que je le vienne. tour de l'Aveyron. Il a super bien vendu. Il faut que je vienne. Là. Oui. Il faut qu'on vienne voir un peu C'est en juin, tout c'est ce que ça vous faites. C'est au fin mai. Hein. Alors, Fin mai nous, on a la Coupe du Monde le 14 juin. Donc là, un des fondateurs de Daphne, Bien sûr. Avec Pierre-Éric, On est ne inscrit citera avec ses plus. enfants, avec ses Exactement. fils. Donc là, il est en train de se préparer, je crois. Mais... Mais Rappelle-moi les distances et... il y a 130 km. Ça, c'est la course UCI, Coupe du la Monde. Coupe du Monde. Après, il y a 80 en open et puis 40 km. Voilà. Mais pour les débutants. Ok, Et je débutants. viendrai Mais potentiellement pour le la Tech 40. Ride a lieu fin mai, je crois, avec Daphne. Ouais, exactement. Et Fin mai. donc l'année prochaine, fin mai en Aveyron, il y aura un Tech Ride aussi. Ouais. On va essayer, promis Max. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci Samir. à Merci. C'est une très belle histoire qu'on est très fiers d'accompagner. Et on va venir vous voir. Et on dit, on incite d'ailleurs aussi tous les auditeurs à y aller, à venir vous voir et à se renseigner sur le gravel aussi. Hein. Ça peut devenir une passion aussi pour eux.
On va remercier aussi notre sponsor Gaz Européen. On va une nouvelle fois remercier Samir. Bravo Samir d'avoir spoté, trouvé et accompagné FX, Max et toutes les équipes de Wish One. Les 5 collaborateurs, toutes les équipes. Merci aux auditeurs d'être allés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez adoré, n'hésitez pas à partager. Et un dernier mot de la fin. Merci de votre confiance. Ouais, merci, exactement. Et merci qu'est-ce qu'on va dire Vive l'Aveyron. Rendez-vous à Millau. Et rendez-vous à Millau. Allez, on adore. Let's go. Merci à tous. Merci. Salut. Merci.